Voilà, voilà, c'est lancé. Ça marche? Ok. Ouais, donc on était... Au fait que j'ai dû choisir ma Vous étiez assez faculté à précoce, l'université. Comment? vous étiez assez précoce à 15 ans à dire que la criminologie c'était autre chose que super Que flic. d'être super flic, ouais, effectivement. Enfin, voilà, mais je me souviens de cette interview, donc je sais qu'à ce moment-là, je savais déjà que ce que je voulais faire, c'était étudier la criminalité des étrangers. En gros, c'était ça la question de l'époque, quoi, en fait. Et puis, qui chez nous était la criminalité des Italiens. Hein, alors aujourd'hui, on est à la 5e génération d'Italiens, hein, donc on est beaucoup plus tard, ils sont totalement intégrés, donc on n'a plus du tout de problématiques nationales avec, entre guillemets, les Italiens. Mais enfin voilà, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est plus eux qui posent problème, puisque les vagues de migration s'intègrent et puis tout se passe bien. Enfin voilà. Mais, donc quand j'ai dû choisir la faculté, j'ai choisi le droit, mais juste un peu parce que c'était ce qui m'ouvrait le plus de portes. Je me suis dit, bon, si jamais j'arrive pas à faire de la criminologie derrière, ben autant que j'ai ce qui paye le plus, ce qui ouvre le plus de portes, enfin voilà. J'ai donc fait du droit, tout en ayant le droit que comme moyen d'arriver à un autre but, plutôt que comme but en soi. Et donc voilà, j'ai fait mon droit, je n'étais pas un étudiant modèle, mais enfin voilà, je faisais du sport à côté, donc évidemment, ça faisait que j'étais pas beaucoup à la faculté. Et puis, ensuite, j'ai fait le postgrad de criminologie qui était offert ici à l'Université de Lausanne, et donc qui était en fait composé d'un complément de sociologie. Enfin, il y avait un bloc droit, un bloc sociologie, un bloc statistique et un bloc criminologie. Et puis j'ai fait les 3 blocs qui me concernaient, puisque je n'avais pas besoin de faire le bloc droit. Et puis ce qui fait que j'ai eu un complément de sociologie, un complément de statistique, et puis évidemment des bases de criminologie. Et puis voilà que j'ai pu me lancer dans la recherche en criminologie. Puis bon, bah là, après, par la force des choses, voilà, on postule à un endroit, on postule à un autre. Alors j'ai été juge d'instruction pendant un moment, donc j'ai fini par faire quand même un peu super flic. Mais voilà, j'ai fait 6 ans. Vous avez enfin quitté le droit, mais non. En fait, non. Enfin, j'ai obtenu un poste de juge d'instruction qui était pour moi le seul acteur de la justice qui était objectif, hein, puisque l'avocat est subjectif, le procureur est subjectif, puis le juge d'instruction, il doit mettre le dossier en état des jugés de manière objective. Donc ça me plaît, cette idée me plaisait bien. Puis c'est la même idée d'objectivité ou de tentative de tendre vers l'objectivité qui fait que j'aime bien la recherche. Et voilà, donc j'ai commencé la recherche en criminologie. Parce que j'ai suivi cette idée, cette question qui était au début, pourquoi les Italiens plus que les Suisses, en gros c'était ça. Alors entre-temps, voilà, j'ai fait des recherches sur plein de choses différentes, mais aussi sur la couleur du passeport. Est-ce que la couleur du passeport est un... Ça, c'est la première question, du coup. Non, c'est pas la première, non, mais c'est venu, c'est quelque chose qui est venu un petit peu... Ta thèse portait sur quoi, du coup? Ma thèse portait sur les prisons. Alors j'ai travaillé principalement sur le surpeuplement carcéral, enfin ça a été mon objet, enfin le flux, le stock de détenus, enfin c'était un petit peu dans la veine de Pierre Tournier en France, Annie Kenzie, enfin c'est ces gens-là avec lesquels j'ai le plus de contacts du côté français. Et c'était quoi qui t'avait amené à travailler sur la prison au moment de la thèse? Bon, ça alors c'est probablement de nouveau une sorte des opportunités dans le cadre des études, les questions que se posait le directeur du programme, et puis voilà, on fait un séminaire, et puis on approfondit, et puis ça, je ne me souviens plus exactement alors. Mais ce que j'ai remarqué par contre, et ça c'est probablement un défaut du monde scientifique, c'est que ça nous colle à la peau. Hein, ça nous colle à la peau, puisque c'était il y a 30 ans que ça s'est passé, que j'ai fait ma thèse à peu près, et encore aujourd'hui, on considère que si on a une question sur la prison, on va demander à lui, alors qu'entre-temps, j'ai fait d'autres choses, et puis j'ai même essayé d'entrer dans un autre monde de la justice restaurative, des trucs comme ça. C'est impossible quasi, parce qu'on n'est pas un bébé qui est né là-dedans, donc on n'en peut plus entrer, quoi. Et je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Donc en fait, quand on choisit son sujet de thèse, il faut vraiment bien réfléchir, parce que après c'est une étiquette qui nous colle, c'est une vraie stigmatisation, quoi. C'est une étiquette qui nous colle à la peau, c'est dingue. Hein. Et puis, donc là vous avez j'ai vu que vous aviez un journal. Et puis, hop, qu'est-ce qui se passe? À qui est-ce qu'on a demandé de poser des questions? Voilà, c'est ça. Hein. Et on est 20 ans après, quoi. Enfin, même 30 ans après. C'était en 92 que j'ai publié la thèse. Mais alors, il faut écrire sous un autre nom. Alors là, on a de la peine après avec les curriculum vitae de se faire engager. C'est là que vous agacez vraiment qu'on fasse appel à vous pour la prison encore.
Ça m'agace qu'à moitié, parce que finalement... Vous avez encore ça c'est- ou plus du tout c'est-à-dire, Qu'est-ce qui vous agace les problématiques sont finalement encore les mêmes aujourd'hui. Hein. On est face à une population carcérale qui augmente, et puis on se pose la question de savoir est-ce qu'on construit, est-ce qu'on ne construit pas. Et puis on a les sous, on construit. Tous les politiciens proposent la construction. Personne ne propose de travailler sur le flux de détenus, sur le stock, enfin sur la durée des détentions. Tout le monde veut travailler sur la construction. Puis voilà. Puis ça m'agace. Mais le sujet de ma thèse était déjà ça. Simplement, on parlait de surpeuplement carcéral à 70% de population. Enfin, on avait des taux de 70% d'occupation, des taux d'occupation de 70%, et on définissait surpeuplement carcéral à 70%. Aujourd'hui, on définit surpeuplement carcéral à 100%, mais on définit toujours surpeuplement carcéral, et on continue à dire qu'il faut construire pour qu'on ne soit pas en situation de surpeuplement. Alors qu'on pourrait aussi dépeupler autrement Donc en fait, ce qui t'agace, c'est que une fois que toi tu as compris ce qu'il y avait de plus important à comprendre, en revanche, les interlocuteurs dans le public, eux, ressassent toujours le même discours, et donc tu as l'impression que ta contribution ne peut pas, en sortant de la sphère académique, la contribution ne peut pas être très... Ça ne m'agace pas vraiment, je remarque, si on connaît un petit peu l'histoire, il y a des gens qui ont dit que la Terre était ronde, et puis elle est restée plate officiellement plate encore très longtemps, avant de devenir enfin ronde. Alors finalement, je dis pas qu'on parlera de moi dans 200 ans, mais voilà, ça c'est ennuyeux d'être sur la même question. Mais en même temps, au moins on a l'impression d'être un spécialiste. On invite à des conférences, et puis voilà, c'est ça. Puis après, voilà. C'est d'ailleurs, dans le passant, j'ai remarqué que du coup, le thème de ta conférence aujourd'hui, et celui qui ça fait penser au même thème que sur ta copine italienne. C'est quoi les idées reçues? Voilà, c'est ça. Alors, c'est la question des idées reçues. Voilà. Les idées reçues, pour toi, du coup, c'est quelque chose d'important pour un criminologue, la question des idées reçues qu'on a sur le crime, et comment est-ce que le criminologue peut permettre de... Non, là, c'est plus alors une question différente. C'est que je suis souvent confronté à des gens qui ont une idée et qui sont sûrs que c'est la bonne. Enfin, c'est le café du commerce, ou c'est le politicien qui croit qu'il fait juste, enfin, qui a son dogme et puis qui va faire en fonction de son dogme. Et puis en fait, moi ce que j'aime bien, c'est la pensée critique. C'est simplement de dire oui mais. C'est simplement ça. C'est-à-dire on a une thèse, mais on fait l'antithèse, puis ensuite on peut faire la synthèse. La synthèse sera peut-être la même que la thèse, donc ok, pas de souci, mais il se peut qu'on l'édulcore un petit peu grâce à l'antithèse. Et mon idée, ça a toujours été d'essayer de faire comprendre aux gens que justement en prison, on peut faire autrement que construire, on peut peut-être réfléchir à durée et à flux d'incarcération, enfin tout ça, je l'ai ensuite répercuté dans un cours de criminologie, puis la criminologie, ou le domaine de la criminalité, c'est un domaine absolument génial pour ça, c'est que des idées reçues, il y en a des centaines, et la plupart de ces idées reçues, ou beaucoup de ces idées reçues, peuvent être très facilement déconstruites. Mais il faut juste prendre un peu de temps. Voilà. Et donc, quand on m'a offert la possibilité, enfin, on m'a engagé à l'université pour donner, entre autres, un cours de criminologie, et j'ai donc fait un cours de réflexion, critique, out of the box, quoi. Enfin, réflexion critique. C'est vrai que on a rencontré des étudiants à vous justement, et ils sont sortis, ils nous racontent ça, ils sont sortis de votre cours. Tant mieux. On est très satisfaits d'avoir enfin pu commencer à réfléchir en fait à ça. Bon, commencer à réfléchir. Je dis pas que les autres ne font pas réfléchir, donc ce serait pas idéal. Mais bon, enfin, si on peut donner un tout petit peu un input qui est un petit peu différent. Voilà, ton expérience de juge d'instruction, elle a été importante dans la construction de cette pensée critique sur le crime ou pas? Je pense pas forcément. Enfin, c'est-à-dire 6 ans. Pas forcément. Enfin, voilà, le jour où j'ai été assermenté, la personne qui m'a assermenté m'a dit Monsieur Kuhn, vous pensez sûrement qu'il faut croire les gens jusqu'à preuve du contraire. Vous apprendrez que dans ce métier, on ne croit pas jusqu'à preuve du contraire. Et j'ai retenu cette phrase pendant tout le temps de mon mandat de juge d'instruction, et je me suis toujours dit que la personne qui était face à moi, elle me disait la vérité jusqu'à ce que j'arrive à lui démontrer que c'était le contraire, que ce n'était pas vrai. Alors des fois c'est très facile, voilà, on a plein de preuves dans le dossier, puis
on est un peu malin, on donne pas tout d'un coup, puis on dit oui, puis ceci, puis ça, puis alors voilà, après on trouve des traces de pas, alors on lui a volé les chaussures, on trouve des traces de gants, alors on lui a volé les gants, on trouve ensuite des empreintes digitales, on lui a volé la main, mais là ça va plus, alors voilà, et c'est comme ça qu'on peut coincer, quoi, en fait. Alors c'était un peu jouer au chat et à la souris, mais en même temps, je ne crois pas que ça ait construit, ça a plus construit l'idée que il fallait rester, que c'était des êtres humains, même s'ils faisaient des bêtises, parce que des bêtises on en fait tous, et puis, puis eux ils en font une plus grosse, mais la plus grosse dans le sens de la définition qu'on en a donnée. D'un autre côté, même un criminel, c'est un type hyper intégré, hyper mouton, hein, il roule à droite, il marche sur le trottoir, il passe au feu vert, mais bon, ben voilà, il a malencontreusement pris une arme à feu, puis il a tué son voisin. Ok, moi, malencontreusement, parfois, je traverse le feu rouge, et puis je passe à vélo sans... Et donc c'est cette empathie-là qui vous a conduit à la justice restaurative ensuite ? Alors effectivement, alors la justice restaurative, c'est plus l'idée... Alors, encore une fois, c'est l'esprit critique, hein, l'esprit critique de la justice pénale, qui est quand même fondée sur la dissuasion, sur la punition, et qui finalement ne fonctionne pas. Hein. C'est la plus grande utopie, c'est de rester dans la justice pénale elle-même, puisqu'on sait que ça ne fonctionne pas et on y reste. Donc la dissuasion, ça ne marche pas bien. Mais l'idée était pour moi de construire un enseignement plus global, puisque j'enseigne pas seulement la criminaux, mais j'enseigne aussi donc le droit pénal, et le droit pénal, c'est du droit pénal matériel, c'est la typicité, l'illicité, la culpabilité, la sanction, enfin voilà. Et derrière, il existe un deuxième droit pénal en Suisse, qui est le droit pénal pour les adultes, c'est un droit pénal de l'acte, hein, où on regarde le passé, puis on reconnaît coupable, et puis en fonction du degré de culpabilité, on punit plus sévèrement un grand crime qu'un petit crime, enfin voilà, mais on regarde dans le passé. Puis on a un autre droit pénal, qui est celui pour les mineurs, où on regarde en avant, puis on dit, voilà, on veut sanctionner la personne, non pas en fonction de ce qu'elle a commis, mais en fonction de ce qu'elle est, et puis pour essayer de faire en sorte qu'elle soit mieux demain. Et ça, c'est le premier pas critique, si on veut. C'est que dans notre législation, nous avons déjà deux types de droit pénal très différents. Un qui regarde en arrière, puis un qui regarde en avant. Donc c'est quand même déjà pas mal. Et puis si on va encore un peu plus loin dans le regard en avant, on peut aller dans la justice restaurative, puis on peut essayer de se dire, bon, mais la victime, là-dedans, elle a peut-être aussi une place, puis il ne suffit pas de lui donner une place place assise dans le tribunal, hein, ça va pas forcément l'aider beaucoup, mais par contre une place active, et puis faire en sorte que les gens prennent leurs responsabilités entre eux. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que le droit pénal fait en sorte qu'on fait prendre les responsabilités aux délinquants, aux condamnés, mais en fait, qu'ils les prennent tout seuls. Qu'on essaye de faire en sorte évidemment, tout ça avec l'aide, comme on a besoin d'un tribunal, d'un procureur pour la procédure ordinaire, la médiation, la justice restaurative, ça a besoin de facilitateurs, de gens qui créent l'espace de discussion. Et tout ça, c'est cet esprit critique vis-à-vis du système existant qui m'a fait aller en direction de la justice restaurative. Donc, je recherchais une nouvelle fonction en fait, à donner Alors, dans la liste des fonctions de la sanction pénale, quand je parle de ça en criminaux, puis depuis très longtemps, hein, donc évidemment, il y a élimination, dissuasion, Durkheim avec sa cohésion sociale, etc. Et puis, j'y ajoute souvent la réparation, mais pas la réparation civile, hein, mais une réparation beaucoup plus profonde, et la réconciliation. Mais ça, c'est des choses... ça me permet d'entrer dans le cadre du cours de criminologie, d'entrer dans l'idée qu'il pourrait y avoir une autre forme de justice. Et puis souvent je présente ces deux formes de justice comme étant d'une part la justice du glaive, hein, où les intérêts de deux personnes se rapprochent un petit peu trop, et puis on sectionne l'endroit où ça s'entrechoque, et puis on remet sous une balance. C'est l'imagerie de notre justice, c'est la justice rétributive. Et puis d'autre part, on a une justice, on part de l'idée qu'on a un tissu social, puis que la criminalité, ça érode le tissu social, puis où il faut aller le recoudre avec du fil et une aiguille. Puis c'est un peu les images que j'utilise pour essayer de faire comprendre que ailleurs, et ancestralement, ici aussi, il y avait de la justice restaurative. Ou ailleurs, il y a de la justice restaurative. Puis c'est ailleurs, c'est pas seulement... je ne voudrais même pas dire seulement, mais ce n'est pas des endroits retirés du monde, c'est des pays, voire des continents entiers. Hein. L'Océanie fonctionne beaucoup plus en justice restaurative que l'Europe. D'accord.
Donc voilà, enfin, il suffirait d'aller regarder. En fait, la raison, elle est principalement, bon, elle est déjà elle est liée au fait qu'ils ont des aborigènes, enfin des populations aborigènes, et nous n'en avons plus. Enfin, en tout cas, elles sont plus, bon, elles sont pas visibles. Enfin, et puis elles ont plus leur culture ancestrale, alors qu'à d'autres endroits, oui. Et puis, il faut, les différences entre un esprit européen, un esprit océanien, si on veut, c'est un petit peu que ici, on considère que la justice du fort, c'est de contre-attaquer, action égale réaction. Enfin, ça, c'est un petit peu la force. Et le pardon, le repentir. Alors enlevez-moi les connotations religieuses, parce qu'évidemment, on peut regretter quelque chose sans croire en une divinité quelconque. Mais donc ces éléments-là sont la justice du faible. Si on retourne la chose, puis qu'on se dit, pardonner c'est difficile, reconnaître c'est difficile, et puis que finalement la justice rétributive c'est la justice des losers, c'est ceux qui n'ont pas réussi à faire la vraie justice qui est la justice restaurative, on arrive à... En fait, évidemment culturellement il y a très peu de différence, mais en même temps elle est culturellement immense. Et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être un jour à faire revivre la justice restaurative. C'est en essayant de redonner une force à autre chose que l'intervention extérieure de la part d'un juge. Enfin voilà, ça c'était un peu c'est un peu l'idéal qui vous motive en ce moment. C'est un peu le truc que j'aime bien actuellement. J'enseigne les modes amiables de résolution de conflits, donc ça me permet justement d'avoir un regard critique sur la justice rétributive et à proposer autre chose, parce que détruire c'est facile, mais reconstruire autre chose c'est plus compliqué. Justement, vous êtes engagé dans des instances politiques pour ça? Non, comment ça se passe? Alors le politique j'évite, parce que je suis même assez peu apprécié du monde politique, parce que je critique beaucoup la politique, pas seulement à cause des opinions, je sais pas, enfin, ça c'est à la limite, il y a toujours des gens qui pensent un peu comme vous, mais c'est parce que je considère que le politicien, qui soit de gauche ou de droite, il part d'un dogme et il va essayer de trouver dans la science tout ce qui soutient son dogme, alors que moi j'ai plutôt tendance à penser que la science c'est on part d'une question et puis on essaie d'y répondre, et puis peu importe la réponse à laquelle on va aboutir. Alors effectivement, à partir de là, il y a peut-être des sujets sur lesquels j'aimerais pas faire de recherche, parce que j'aurais trop peur d'arriver à quelque chose qui est totalement à l'opposé de mes fondements, moraux, voire éthiques, par exemple, ça. La peine de mort, par exemple. Ah ouais. Si tout à coup je devais faire une recherche sur la peine de mort qui arrive à la conclusion que la peine de mort c'est bien, je ne sais pas comment je ferai pour la publier. Je préfère pas savoir. Non, alors je préfère pas savoir. Je préfère savoir grâce à d'autres. Et puis, vu que les autres me nourrissent plutôt dans le bon sens, donc ça va. Enfin, dans le bon sens, dans celui de mon éthique. Donc ça me va. Mais je ne ferai pas, moi, de la recherche sur la peine de mort, probablement. Alors, si tu devais... Enfin, c'est une question qui est opportune, mais les auteurs ou les penseurs qui t'ont le plus influencé pendant tes études ou après pendant tes recherches, tu dirais qui ? Que ce soit, je ne sais pas, que ce soit des grands sociologues ou des penseurs. Non, mais bon, enfin, moi, j'ai pendant longtemps été... j'ai pas été d'une école, mais j'ai beaucoup aimé Durkheim et son idée de crime égale construction sociale, et puis maintien de la cohésion sociale, et puis le cloître, où on réinvente du droit pénal, mais où on n'a pas interdiction de manger, interdiction de parler en dehors des heures de culte, etc. Tout ça, ça m'a beaucoup parlé, mais en même temps, ça m'a aussi permis de beaucoup évoluer, puisque derrière, il nous dit, ok, le droit pénal, c'est cette construction sociale du droit pénal nous permet de faire de la cohésion sociale, mais en même temps, quand on demande à des gens qu'est-ce qui fait que vous êtes... que vous vous sentez national de quelque chose, ils vont vous répondre, je ne sais pas, moi, ici en Suisse, on dirait les montres, le chocolat, les Alpes, l'argent, l'hymne national, le drapeau, peu importe. Ils ne vont jamais vous répondre le droit pénal, le code pénal, jamais. Et donc, la cohésion sociale peut se faire autrement que par les sanctions et le droit pénal. Donc Durkheim a peut-être raison, parce que dans toutes les sociétés, on a créé du droit pénal, peut-être, dans toutes les sociétés connues, mais là où il a tort, c'est que la cohésion sociale, elle peut aussi se faire autrement. Et si elle peut se faire autrement, c'est qu'on n'a pas forcément besoin du droit pénal. Et c'est là que ça devient intéressant.
Et puis on a des expérimentations, enfin c'est pas des expérimentations, mais des constats tels que celui de la ville de Drachten, hein, où ils ont, enfin le feu est tombé en panne, et puis il y a eu moins d'accidents après qu'avant. Enfin, alors que le feu était en panne, il y a eu moins d'accidents que quand le feu fonctionnait. Donc ils ont enlevé les feux, et puis il y a moins d'accidents depuis. Moi, de rien, je l'ai pas compris comme ça. Moi, je suis très touché par l'article Crime et santé sociale de Durkheim. Ouais. Où il dit pas justement on a besoin du droit pénal, on a besoin du criminel. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Ouais. On a besoin du criminel pour le punir, parce que c'est la punition qui va créer de la cohésion. De la cohésion, mais même autour de l'acte. Peu importe la punition, autour de l'acte, il y a une création de... Et donc là, j'ai apparemment un désaccord, parce que je suis totalement convaincu de cette hypothèse-là. Ouais. Okay. J'ai pas encore réussi à trouver comment... Alors aidez-moi, du coup, à trouver, à la réfuter. L'idée, c'est que la cohésion sociale que crée justement, enfin, la conscience commune et cohésion sociale, c'est ça qui cherche à créer, c'est ça qui nous dit que la criminalité crée. Mais si la cohésion sociale peut exister par un autre biais, à savoir... je sais pas moi, la fondue, le drapeau, mais peu importe, je veux dire n'importe quoi. Alors, je n'ai pas forcément besoin du droit pénal. Et si j'ai pas besoin du droit pénal, je pourrais l'abolir. Et là, après, on entre dans une sorte d'anarchisme ou d'abolitionnisme, hein, de la justice pénale, dans laquelle les sanctions informelles pourraient remplacer les sanctions formelles. Alors, sanctions informelles, ça pourrait justement ouvrir la porte à la justice restaurative. Enfin, c'est ça le chemin que j'essaye de faire. J'ai l'impression que là où tu te différencies de Durkheim, c'est que toi, dès le début, plusieurs fois, tu nous as présenté comme une sorte d'identification au criminel en disant moi aussi, je peux dévier, moi aussi, je pense. Alors que Durkheim, lui, au contraire, tout de suite comme étant c'est ce qui peut nous permettre, nous, de nous contre-identifier contre lui. Alors, à la base, toi, plusieurs fois, tu nous as fait preuve de empathie en disant mais ça aurait pu être moi, et donc est-ce que je devrais pas le comprendre, c'est aussi parce que la pression sociale elle est évidente, hein, contrairement à ce qu'on vous voyez, pour moi la grande différence entre un pays comme les États-Unis et des pays comme les pays européens, c'est qu'on mise totalement sur la liberté individuelle aux États-Unis, mais le corollaire de la liberté individuelle, c'est la responsabilité individuelle. Cette responsabilité individuelle, ça, je veux dire, tu fais quelque chose, c'est ton problème, tu payes, et ça ne leur pose aucun problème de faire payer très cher à quelqu'un qui a choisi de commettre une infraction. Voilà, jusqu'à la peine de mort, et des peines ultra sévères. Et tout ça, pour quel résultat? Un taux de criminalité plus élevé que le nôtre. Donc ça marche pas, encore une fois. Hein. Donc ça, voilà, on est dans une situation où... ça marche pas si on pense que l'issue doit être la criminalité, mais peut-être que l'issue est quelque chose de beaucoup plus général, comme la créativité, peut-être. Et qu'à ce moment-là, ils pourraient prétendre, j'en sais rien, ils pourraient prétendre qu'ils ont une terre plus dynamique, et que la criminalité va avec. Ça peut se vérifier dans certains domaines comme l'industrie. Je sais pas, parce qu'après moi je suis pas spécialiste de la créativité, mais ça pourrait, on pourrait avoir un pas derrière et dire le crime c'est qu'une donnée parmi. Et parce que c'est ce que disait lui aussi. Ce pas-là, je l'ai jamais fait. C'est-à-dire, je me dis, ok, moi je traite du crime, et puis j'essaye de placer le crime là-dedans. Mais d'ailleurs, vous êtes un exemple de ça, en fait. Quelque part, vous avez dévié, en fait, des opinions, des prénotions que vous avez voulu déconstruire. Ouais. Vous êtes un déviant, quelque part. Ah, mais alors, totalement. Comme tout le monde. Et c'est ce qui permet de nourrir cette réflexion que vous avez maintenant. Et donc, en fait, quelque part, vous êtes l'exemple qu'on a besoin de déviants. Mais là, de toute façon, encore une fois, Durkheim disait qu'on avait besoin de déviants juste pour faire évoluer le droit, puis que finalement, le droit d'aujourd'hui, c'est le résultat des déviances de hier. Et ça, le concubinage, l'homosexualité, l'avortement, c'est toutes des choses qui aujourd'hui sont un peu plus permises qu'elles ne l'étaient à une certaine époque. C'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être parce que justement il y avait à l'époque criminels qui ont souffert de ce qu'ils ont fait, qui ont souffert parce qu'ils ont écopé d'une peine pénale, pour avoir habité ensemble sans être mariés. C'est pour le concubinage. Donc oui, c'est des éléments qui me permettent de dire que les criminels d'une époque sont peut-être les bienfaiteurs, ou les malfaiteurs d'une époque sont peut-être les bienfaiteurs de l'époque suivante. Et d'ailleurs, le fait que la criminalité crée de la cohésion sociale, dans l'autre position de Durkheim, me permet de dire que même à court terme, le criminel n'est pas forcément seulement un malfaiteur, puisqu'on a besoin de lui pour faire vivre la société. Sinon, toutes les sociétés ne créeraient pas du crime si on n'avait pas besoin de lui. Donc voilà, on crée du crime, donc on crée des criminels,
et parce qu'on en a besoin, et ce besoin, s'il est satisfait, c'est que finalement, ce criminel, c'est plus seulement un malfaiteur, c'est même un bienfaiteur de la société d'aujourd'hui. Parce que, évidemment, sans cohésion sociale, la société, elle n'existe pas vraiment. Donc voilà, c'est un peu et c'est ça les idées critiques que j'avance. Dans ce cadre-là, en fait, pourquoi incarcérer massivement? Pourquoi c'est totalement, évidemment. Ça fait sens, du coup, comme ça. Évidemment. Et d'ailleurs, quand on observe un petit peu les pays qui nous entourent, rien que ceux qui nous entourent, le sud de l'Europe est beaucoup plus punitif que le nord, et le nord fonctionne beaucoup plus sur la certitude de la peine que sur sa sévérité, alors que le sud fonctionne beaucoup plus sur la sévérité de la peine, donc on va punir sévèrement en pensant que ça va dissuader, alors que dans le nord, on punit avec une certaine certitude, on punit plus souvent, mais par contre, on punit avec des peines beaucoup plus légères. Et puis quand on regarde les résultats, il y a moins de criminalité dans le nord que dans le sud de l'Europe. Et en Suisse, on est exactement dans la même situation. Alors, même si en Suisse, les gens ont de la peine à l'admettre, c'est que finalement, les alémaniques, les germains, finalement, sont beaucoup moins punitifs que les latins, alors que nous avons toujours l'idée, nous, latins, que nous sommes les décontractés du pays, et puis que les germains sont les carrés. Ben non, c'est pas vrai. La Suisse, du coup, ça amène à avoir toujours ces démarches comparatives culturelles. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que ici, dans Cassata, tu dois comparer, qui est très riche, de ce que je connais. Alors, je voulais dire, c'est pas seulement culturel, parce que des cultures, on n'en a pas 20, mais par contre, on a 26 cantons et demi-cantons qui font qu'on a 26 législations cantonales, etc. Et donc le droit comparé, ça nous parle. Enfin, ça ne veut pas dire que tout le monde sait en faire, mais ça nous parle. Et la sociologie d'inspiration durkheimienne aussi, qui aime comparer, justement. Durkheim, c'est ça, on compare le suicide chez les protestants et chez les catholiques. D'accord. Mais là, on a moins de groupes, si on veut. Sociologiquement parlant, on a quand même, on a des groupes linguistiques, on en a 3, dont un majoritaire, 2 minoritaires. Sinon, après, il y a les identités nationales qui peuvent évidemment différer, mais on voit des grandes différences. On a vu une immense différence quand on a dû voter en 1992, c'était il y a longtemps, sur l'adhésion à ce qui s'appelait à l'époque la Communauté économique européenne, qui est devenue l'Union européenne, et on a voté non, la Suisse a voté non, mais qui a voté non? C'est la Suisse alémanique, la Suisse romande a voté oui, parce que nous n'avions rien à perdre. Nous étions déjà sous tutelle d'une majorité d'alémaniques. On n'a de toute façon pas le pouvoir ici, alors que les alémaniques, qui sont 70% dans notre pays, ils ont voté non, parce qu'eux auraient perdu quelque chose à adhérer à une structure plus grande. Et dans ton impression, d'être en Suisse, ça développe ce genre de regard? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler en termes de droit comparé, de comparer avec l'Océanie. Tu as l'impression parmi tes collègues, c'est quelque chose qui se fait plus ici que... Je sais, en France, on entend moins. Ça se fait... Ça se fait de manière tout à fait naturelle quand on parle pas du droit fédéral, parce que le droit fédéral, il est le même pour l'entier du pays, mais dès qu'on entre dans des droits cantonaux, dans des compétences cantonales, alors typiquement, en droit pénal, on a le droit pénal, il est fédéral, la procédure pénale est fédérale, mais l'organisation judiciaire est cantonale. Ça veut dire que chaque canton donne le nom qu'il veut à ses tribunaux, les dots du nombre de juges qu'il veut, etc. Et il ne me viendrait jamais à l'esprit d'être content si je me faisais juger par des juges zurichois ici à Lausanne. Ici, je dois être jugé par des juges vaudois, c'est comme ça. Alors que c'est très différent dans un pays plus centralisé, tel que probablement la France, où les juges sont simplement envoyés à quelque part, peu importe d'où ils viennent. Ici, les juges sont tous des juges d'ici, si on veut. C'est des gens qui viennent de la région, c'est des juges qui viennent de la région dans laquelle ils officient, parce que on devient juge cantonal, si on veut. Et nos cantons, c'est microscopique. Donc la Suisse est déjà petite, et on la subdivise encore en 26 sous-catégories. Donc voilà, c'est effectivement tout petit. Enfin voilà, c'est un peu Alors oui, on est amené à faire de la comparaison, dès qu'on entre dans l'organisation judiciaire, on fait de la comparaison, et puis jusqu'en 2011, la procédure pénale était différente. Il y avait des cantons avec juge d'instruction, puis il y avait des cantons sans juge d'instruction, où le procureur menait l'instruction lui-même. Donc on avait des autorités différentes qui faisaient le même travail. Ça a été unifié en 2011. Et puis voilà que cette habitude, elle est là. Mais dire ensuite qu'en Suisse, on compare plus, je ne suis pas sûr, parce que finalement... Encore une fois, au Café du Commerce, on est des êtres humains comme... même moi... je parlais dans l'académie. Alors dans l'académie, je pense qu'on fait un peu des comparaisons. Mais quand même, souvent, j'ai l'impression d'être face à des gens, même des fois des académiciens, qui fonctionnent comme un être humain tout à fait ordinaire, qui est de dire la normale c'est moi, et puis tout le reste c'est les déviants ou c'est les gens qui font autrement.
Voilà, on est très égocentrique quand même. Enfin, bon, c'est le propre de l'être humain, mais il y en a qui ne le savent pas et qui n'arrivent pas à sortir de ça, puis il y en a d'autres qui en sont un peu plus conscients, puis qui essayent de ne pas trop rester coincés dans cette vision des choses-là. Mais bon, donc je ne suis pas sûr que... Oui, on fait de la comparaison en droit, on fait de la comparaison entre Suisse allemand, Suisse roman, mais en même temps, on fait de la comparaison, mais je suis... Les problèmes qu'ont les Suisses alémaniques ne sont pas forcément les mêmes que nous. Nous avons des problèmes d'assurance maladie parce que c'est trop cher. En Suisse alémanique, les assurances maladie ne sont pas aussi chères qu'en Suisse romande, et donc voilà qu'ils ne se posent pas les mêmes questions. Par contre, ils en ont d'autres. Et on ne sait même pas lesquelles, en fait. Donc on compare, on sait qu'on est différent, mais on ne sait pas vraiment... Je crois plutôt qu'on sait qu'on est différent et on se respecte dans nos différences. Et je crois que c'est ça l'essentiel. On n'essaie pas de dire oui, on est tous les mêmes, on est tous suisses, donc c'est bien. C'est exactement la même réflexion que vous avez eue au début avec les déviants, celle-là. Oui, c'est rigolo que vous me disiez ça parce que je n'ai pas fait attention du tout, mais c'est possible. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui vous caractérise. Du coup, j'ai l'impression de détacher, d'essayer d'avoir cette démarche qui n'est pas auto-centrée. Objectivité. C'est l'avocat, pas être le procureur. C'est très intéressant. Mais je ne suis pas non plus l'avocat, parce que l'avocat, ni avocat ni procureur. Ni avocat ni procureur. Objectif entre les deux. Et vous observez ce qui se passe des deux côtés. Cela dit, l'objectivité, c'est un beau mot, mais c'est très très compliqué à atteindre. On est tous subjectifs dans les... Quand je disais je ne ferais pas de la recherche sur la peine de mort, méchamment subjectif. Mais c'est mieux de ne pas la faire que de la faire c'est mieux de pas la faire parce qu'on ne peut pas la faire que de la faire et de tricher sans se rendre compte, et de tricher ensuite sur le résultat. C'est mieux de dire je me sens pas prêt de faire ça. Donc plutôt la question inverse, ce serait sur quoi vous voudriez maintenant travailler. C'est quoi les questions qui vous travaillent en ce moment, à part la justice restaurative? Alors la justice restaurative. Là, je suis assez actif dans le monde associatif de par ici, et la dernière association à laquelle j'ai participé à la création, c'est un projet Innocence Project, de type américain, où on va essayer de revisiter un certain nombre d'affaires suisses, pour essayer de lutter contre l'erreur judiciaire. D'accord. Donc ça, c'est ce dans quoi je viens de me lancer. C'est un thème intéressant. Il n'y a pas énormément de recherche sur l'erreur judiciaire. C'est pas un thème, j'ai l'impression, qui est très... Non, mais il y a quand même quelques collègues il y a un cours d'erreur judiciaire ici à Lausanne. Alors on n'a pas la même chose à Neuchâtel, mais ici à Lausanne, il y a un cours d'erreur judiciaire qui est donné par quelqu'un qui est de bureau à côté, et puis qui effectivement participe aussi à ce projet Innocence, où il y a un certain nombre d'avocats, un certain nombre de gens de l'académie. Et puis l'idée, c'est de faire un peu comme aux États-Unis depuis les années 90, c'est de mettre des étudiants sur des affaires, sur des dossiers réels. Et puis, alors bon, aux États-Unis, évidemment, l'enjeu est beaucoup plus important dans le sens où beaucoup plus important, non, c'est la condamnation ou l'innocence, mais il y a la peine de mort qui est derrière, souvent aux États-Unis. Nous, on ne va pas jusque-là, mais n'empêche que quelqu'un qui est en prison alors qu'il n'a rien fait, c'est une erreur judiciaire, qu'elle soit ici ou ailleurs, et puis que ce soit peine de mort ou prison seulement, c'est la même erreur. Donc finalement, on va essayer de lutter contre l'erreur judiciaire en Suisse. Et quand on dit ça, vous avez tout de suite la réaction des gens qui vous disent « mais on n'en a pas ça ». Et voilà, donc on va essayer de démontrer qu'il y en a, et puis on va essayer de lutter contre. Donc c'est un peu mon dernier dada, quoi. Et ce ne sera pas forcément de la recherche, ce sera plus de la revisiter ça ne va pas faire l'objet ensuite d'une recherche sur combien d'erreurs judiciaires, etc., ou bien définition d'erreurs judiciaires. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment cette transmission du coup aux étudiants. Alors c'est la possibilité pour les étudiants d'avoir accès à un dossier qui finalement est un peu douteux, et de pouvoir le retravailler un peu. Et puis là, puis aussi. C'est devenir un super flic là aussi. Ah ouais, à quelque part. Le super flic des super flics. Finalement, ça revient à refaire une enquête qui a déjà été faite. C'est vrai, à quelque part, il y a un peu de ça. Maintenant, je n'ai pas vu ça de cette manière-là. Donc, mais c'est pas négatif comme truc, c'est la police de la police. Il faut bien qu'il y ait une police pour la police. Sauf que la différence, c'est que la police des polices, elle a des pouvoirs. Moi, l'Innocence Project, il n'aura pas de pouvoir. C'est le pouvoir de la vérité. C'est ça, mais on aura même la peine. Ce sera compliqué de démontrer un certain nombre de choses si on n'a pas la possibilité de refaire certains actes d'enquête. Et on va pas nous l'octroyer, cette possibilité. Donc il va falloir trouver des moyens de les faire quand même. Ou de les faire autrement. Enfin, je
sais pas, enfin, on va lancer ça en septembre. Hein, donc, et du coup, si tu avais des conseils pour les jeunes étudiants qui veulent faire de la recherche, qui veulent faire un doctorat, etc., il y a des choses qui te viennent comme étant des conseils de base que tu donnerais? Alors, un des conseils, c'est probablement de énormément réfléchir au sujet, parce que, comme je le disais avant, le sujet vous reste collé à la peau pendant un moment. En tout cas, quand on fait une bonne thèse, après, on est classé comme le spécialiste de ça. Alors évidemment, ça peut être très bien quand on est le spécialiste de quelque chose dont on parle beaucoup. Alors la prison, ça va bien. Si vous êtes spécialiste des exactions des entreprises suisses au Chili, sous Pinochet, je ne suis pas sûr que vous soyez engagé par une entreprise suisse après. Donc en fait, voilà, il faut réfléchir. Attention au sujet. Oui, alors voilà, faut savoir que ça nous reste, c'est pas juste un sujet passager. Si on fait une belle thèse, ça nous reste ensuite, en tout cas pour moi, mon expérience, c'est que ça reste collé à la peau pendant longtemps. À tel point même qu'aujourd'hui, quand je dépose un projet de recherche au Fonds national suisse de la recherche scientifique, si c'est pas prison, ou bien maintenant, parce que j'ai quand même ces études sur les juges, la punitivité, si c'est pas un de ces deux sujets, je ne reçois pas de fonds, parce qu'on me dira, vous n'êtes pas spécialiste dans ces domaines, dans cette autre justice restaurative, je n'arrive pas à obtenir un fonds pour essayer de déterminer quelle serait combien la population suisse serait prête à entrer dans un autre système de justice. Ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Mais quand j'ai déjà déposé 2 fois, on m'a 2 fois répondu, mais vous n'êtes pas la bonne personne. Alors que j'enseigne la justice restaurative, voilà, mais voilà. Je cherche la prison qui est emprisonné par son. Oui, mais voilà, alors effectivement, après, il faut truquer le truc, non Et puis on n'a plus les mêmes hypothèses. Si vous passez par la prison, on n'est plus dans les hypothèses de justice restaurative. Bon, voilà. On a de la peine à entrer dans un nouveau monde. Alors après, on peut évidemment, par le milieu associatif, et c'est ça, je fais partie de 2 associations de développement de la justice restaurative aussi, parce que par le biais de ce milieu associatif, en tout cas en Suisse, on arrive à encourager des chercheurs à faire quelque chose dans un certain domaine, et ensuite c'est eux qui deviendront les spécialistes. Et puis on arrive à les motiver à devenir spécialistes de ce domaine. Et c'est le cas d'un peu toutes ces associations qui se créent, hein, c'est de dire, ok, moi, on ne va plus me considérer comme un spécialiste, mais par contre, mon doctorant, oui. Alors, faisons, et c'est pas pour contrôler avec je ne suis pas marionnettiste, hein, c'est pas l'idée, mais l'idée, c'est que le thème soit abordé. Et après, si c'est par quelqu'un d'autre, mais tant mieux pour le thème, et tant mieux pour quelqu'un d'autre. L'idée, c'est qu'à un moment donné, vos connaissances théoriques servent en pratique aussi. Il y a cette volonté-là aussi d'avoir un impact pratique, plutôt que faire la philosophie de fauteuil. C'est toujours l'impact que vous pouvez avoir en pratique, c'est quoi? C'est un impact plutôt politique, hein, quelque part, c'est changer un peu quelque chose dans la politique. Mais moi, je remarque quand même une chose assez incroyable, c'est que dans toute la série de conférences que j'ai données dans ces 20 ans de carrière universitaire, la plupart des conférences sont devant un public de gens déjà convaincus. Parce que on vous invite parce que vous représentez la personne qui justement correspond au dogme puis on veut des arguments supplémentaires et on va vous demander de les leur donner. Je ne suis jamais invité par le dogme, les gens qui ont le dogme opposé. Jamais. Ça n'arrive pas. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis ouvert au débat. Mais non, ils ne sont pas intéressés. Et peut-être que ceux qui sont intéressés à mes résultats ne sont pas du tout intéressés au dogme inverse ou à des résultats d'autres recherches qui démontreraient éventuellement une autre forme de dogme. Donc finalement, on est toujours invité par les mêmes catégories politiques, si vous voulez. Voilà, c'est... Alors effectivement, quand vous avez travaillé sur la migration, sur la prison, puis que vous avez été un peu critique, c'est un peu les gens de gauche qui vont vous demander de venir présenter. Vous n'avez jamais un parti de droite qui va vous demander de venir leur dire que la couleur du passeport, c'est pas une variable déterminante en matière de criminalité. Ça les intéresse pas, puisqu'ils sont persuadés que c'est le cas. Donc ils veulent pas vous entendre. Et ils veulent pas entrer en débat, parce qu'ils se disent, oui, c'est un universitaire quand même, il va peut-être être plus fort que nous, ce qui est peut-être même pas vrai, hein, mais voilà. Et puis, on ne saura jamais dans tous les cas. On ne saura pas, voilà.
Je me souviens, j'ai dit ça une fois à un ami qui est d'un autre bord politique que les gens ordinaires, enfin que les gens devant lesquels je fais d'ordinaire des conférences. Et il m'a dit, ah bah alors ouais, moi je vais organiser ça. Et il a organisé un débat entre un sociologue très très apprécié par les gens de droite, hein, qui lui-même est probablement, enfin je ne sais pas exactement comment il arrive à ces résultats, mais enfin bon voilà, il prétend arriver à un certain type de résultats. Il parle de société ultra-violente, enfin voilà, j'ai un peu des fois de la peine à suivre. Et puis moi. J'en suis sûr. Ouais, c'est ça. Oui, surtout ici. Et puis, le débat a été organisé, et puis ils l'ont fait sur inscription. Et puis 2 jours avant, le moment où on devait intervenir sur le débat, on m'a dit il y a 6 personnes inscrites, on va pas le faire. Voilà. On ne veut pas vous faire déplacer pour ça. Heureusement, parce que j'aurais pas apprécié forcément d'aller pour 6 personnes débattre avec quelqu'un qui est pas dont j'ai de la peine à comprendre d'où viennent ses connaissances. Mais voilà, mais voilà, on voit bien qu'ils ne sont pas intéressés.